de webinaire Sciences, technologies, savoirs traditionnels et autochtones. Et aujourd'hui, la thématique va porter spécifiquement sur les aires communautaires de conservation en Afrique centrale et de l'Ouest et leur contribution à l'atteinte de l'objectif 3 du cadre mondial de la biodiversité. Donc, les aspects d'abord pratiques. La session va se dérouler en anglais et en français. Donc, nous avons une interprétation du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de fermer vos micros et d'éteindre vos caméras, puisque nous avons des panélistes qui interviendront tour à tour. Et compte tenu du contenu de ce webinaire, vos questions pourront déjà être adressées au niveau de la section Q&A. Donc, je répète, la session est en anglais et en français. Nous vous demandons de fermer vos micros et vos caméras et vous pourrez adresser vos questions au fur et à mesure dans la section Q&A. Le déroulé donc de cette session, nous avons 3 grandes parties. La première partie, ça va être une partie introductive avec nos 2 keynote speakers, Monsieur James Hardcastle, qui est le responsable de l'équipe du programme Aires protégées et conservées de UICN à Gland. Et nous avons ensuite le professeur Adeshola Adepoju, qui est président-directeur général de l'Institut de recherche forestière du Nigeria, président du Conseil international de coordination de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. La deuxième partie va être des 3 présentations sur l'identification, la cartographie des aires communautaires de conservation. Et enfin, la troisième partie va avoir 2 présentations sur l'implémentation des aires communautaires pour contribuer à l'atteinte de l'objectif 3. Donc, nous allons passer tour à tour, en premier lieu, donc, la parole à Monsieur James Hardcastle, qui va nous parler et contextualiser ce webinaire, en particulier sur l'atteinte de l'objectif 3 en lien avec les autres mesures de conservation. Oui, merci Florence et bonjour tout le monde. C'est une très grande opportunité pour participer aujourd'hui. Je m'excuse, mon français, c'est pas trop bon, les choses techniques, mais donc avec votre permission, je vais communiquer en anglais. Mais je vais parler assez lentement et avec la traduction. J'espère que je peux communiquer quelques sentiments, quelques perspectives de l'UICN, de le programme des aires protégées, de notre équipe globale des experts qui travaillent au thème des aires protégées et conservées, inclut les aires gestionnées pour les communautaires. Donc, bon, je vais suivre en anglais. Thank you very much for the opportunity. So my key point is that the 30% ambition is something that was proposed. This is not just political from the Global Biodiversity Framework, but 30% is identified by many sources, many scientific reports. Sorry, we're not hearing you. And the 30% is underwritten by the IPCC. Just as one example, the IUCN is the global community before the adoption of the Global Biodiversity Framework had highlighted through a resolution that we must work towards a minimum of 30% in order to maintain, the systems, the planetary health, and the well-being for all of us. So 30% is not just a political ambition. It's actually, as far as IUCN, it's a necessity. It's a planetary requirement, and we really need to look not just at this instrument of the GBF of the policy, but actually really look at all the different policies, all the frameworks, all the activism, everything collectively to try and advance effective area-based conservation.
Of these 23 targets, obviously there are 4 that are really important, and they address the implementation of the framework, and they really address the need for countries to understand who needs to be involved for which important areas and how to achieve the fair and effective area-based conservation. So principle of those is target 3, and that target 3 calls for the 30% by 2030. So really, however way you look at it, from whichever perspective you come from whichever sector or whichever level, ultimately protected areas and conserved areas, including indigenous and traditional territories, are essential for delivering biodiversity conservation, societal benefits, and climate contributions. But in order for them to count, for them to really deliver these benefits, they must be fairly governed, and they must recognize rights and help advance equity as well. And they must be managed effectively to maintain their values. Next slide, please. Whoever's sharing, this is very helpful. Thank you. So this is the target. It's a political target. This is not a technical target. It's a political target. So our job as IUCN and our job as IUCN members, your job as conservationists, is to help countries, to help parties to the CBD to interpret this and to put in place the actions, the policies, the investments, the technical capacity to implement the target. And the key points I want to highlight are the words that relate to effectively conserved and managed and equitably governed systems of protected areas, effective area-based conservation, which recognizes indigenous and traditional territories. And you can see again, this language at the bottom is really unique and it's very distinctive, that parties, governments are required to recognize and respect the rights of indigenous peoples and local communities, including over their traditional territories. This is new. This is not Target 11 rebranded and just increased to 30%. It really does highlight the role of effective area-based conservation under a whole diverse range of governance types. And it calls on us to recognize and respect the rights of indigenous peoples and local communities. And that is really important. And that's what I'd like to focus some of your thinking today in the discussion. Next, please. So this target 3 does not sit alone. This goal A has 4 really interlinked targets. And those are around the biodiversity inclusive spatial planning. We need to understand which are the important areas that are required to maintain this flow of ecosystem services and benefits, maintain biodiversity and support climate adaptation and mitigation. Where are the places we need to protect? And identifying that will really be important to then putting in place the global target of 30%. The restoration as well. We're not just looking for what is currently intact, we're looking to restore connectivity, we're looking to restore ecosystem function and services, we're looking to enhance ecological integrity. And this includes species as well, and not just species for biodiversity's sake, but species because they are important values, they have important functions, and to effectively manage the interaction between people and wildlife as well, that we don't see conflict, that actually we see coexistence and mutual benefit. And so this comes really into the target 3, which is that 30% effective area-based conservation, and again to highlight recognizing indigenous lands and traditional territories. Next slide, please. So some of the key challenges and some of the approach that IUCN is taking. We've seen a huge growth in recognized, protected, and conserved areas since 2010. But as I said, this is not target 11 again. It is not 17%. We're now looking at a substantial increase in effective area-based conservation to at least 30% globally. And at the moment, many protected areas, especially, are insufficiently resourced, they lack good governance and struggle to achieve effective management. And so IUCN has introduced our Green List standard and process to try and help address this. And of course, there's many other efforts to improve the effectiveness of area-based conservation. Currently, many indigenous and community conserved territories and their associated areas are not recognized for their sustained conservation contributions. And this new framework, this new targets,
offers us an opportunity to address this through the focus on inclusiveness, not just in recognizing and labeling and reporting areas, but really in getting under the skin from a bottom-up approach of working out who counts, who is important, whose territories could be brought to the table, and how can we encourage all actors to think about area-based conservation, think about their contributions, and to think then about what counts towards these targets. And IUCN, through the mandate of our resolutions, we will recognize and uphold the priorities, the perspectives, and that includes traditional local knowledge and the rights of Indigenous peoples, and embed them in all our national efforts. So we call upon all of you and all the governments that we work with to respect the IUCN resolutions and to look at the spirit of Target 3 and to look at the spirit of the Global Biodiversity Framework and really make it inclusive. To this regard, currently following the new Global Biodiversity Framework, we're co-developing our IUCN, certainly from the Secretariat perspective, our IUCN strategy of work with our Indigenous peoples organization members and with representatives of local communities. And we have a very strong resolution mandating us to do this. So really our approach is about convening the who counts. Who counts as in who is important, who has an important voice that must be brought to the table, and who can then help us count, put forward their areas and include it in this kind of national and global accounting of what does 30% look like, which are the areas that are important for 30%. So who counts can tell us what counts for biodiversity conservation. And here I include just some references to those 4 targets: the spatial planning, the restoration and the connectivity, focusing on effective conservation of those important areas. And that's where we really look at protected areas, other effective conservation measures, and now this third pathway of recognizing Indigenous peoples and local community territories and traditional lands and waters. And we have our standards and our approaches, IUCN, to help support and improve effectiveness. And then we need the financing and the resources, and that's another topic, not for today, but just to highlight that inclusive conservation initiatives such as IUCN is working on, other investments need to support all types of area-based conservation, not just the protected area systems, which are of course important. Next. Just some quick examples outside West Africa of where IUCN in particular is supporting our members to deliver on the Global Biodiversity Framework. And much of this again is bottom up. Even in Albania, we have huge national level commitments made at the global level along with Transboundary. This is rooted in a local community call for improved support for their conservation efforts. In Vietnam, we have dialogue on what is area-based conservation, including more diverse governance types. And we now have an IUCN Green List being applied to the National Protected Area System. In Belize, in Central America, the Green List and IUCN standards for effectiveness are included as a key performance indicator for a marine conservation financing bond. And in Korea, and I understand this is also the case, Daniel Marnovic will present some cases from Africa, but we have a national strategy on identifying, recognizing, and reporting other effective conservation measures linked to work on global species, and all of Korea's protected areas have committed to the IUCN Green List. So this is just a flavor of some of the ways IUCN is engaging with countries around the world outside Africa. So one point before I hand over to the next speaker, these are just, I think, important considerations. And I know my colleague, Mr. Diallo, will expand on this particular element. But there's a really strong role, again, in this approach of who counts, the approach of engaging important actors in helping us understand and interpret Target 3 and 30 by 30 is really the role of local and traditional knowledge in this. And that includes identifying and recognizing those who do have knowledge and expertise and including them in the dialogue and process. It's not just the scientific or the kind of highly technical. There's many voices in there who have perspectives which are important, and we need to identify and recognize those. Then also the what counts. We need to involve local voices, local knowledge, traditional knowledge to help us provide insights into important values
and which are the places that are effective, that can be included in effective area-based conservation. Often we think of biodiversity values as global, linked to the Red List, linked to other kind of assessment criteria, but often the key to good effective conservation is to conserve values which are important locally, traditionally, customary, important species, important ecosystem values. Those are what will encourage and motivate good conservation and will then provide benefits in terms of the global biodiversity value. We need local voices. We need knowledge and perspectives, not just on biodiversity. Nous avons besoin d'une connaissance pas seulement sur l'écosystème, mais sur comment gouverner, comment s'engager dans un système qui ne fonctionne pas pour avoir l'effectivité. About how to govern and manage biodiversity, things that have worked for centuries, ways of engaging with the environment that we can learn from. The local eyes, monitoring trends and progress. Actually, at the CBD, there was a presentation from Native Canadian communities. They had identified a loss of a key charismatic species, the moose. It's a large bovine. But the scientists, the government, they didn't recognize. They said, but that's not scientific. How can you prove it? So they said, we know. And we invite you, we will help you do a scientific research and prove that the moose population is reducing. So they did, they came in and they confirmed and validated that local knowledge that there was a problem. So we need those local eyes. We need to engage traditional knowledge and local monitoring systems, local voices, helping us understand the trends so we can support more effective management of biodiversity. And then finally, the local ears, the accountability and the responsibility. We need all actors to be raising their hand and highlighting things that are working, what are the solutions, but also helping inform on what is not working and what needs more attention. So I'd just like to conclude with these few points, and I'd like to invite the other speakers to advance the dialogue. But just thanks again for the opportunity, and just to say that IUCN as an organization, we're with you, we're holding your hands, we're here through our commissions, through our experts, through our members, here to support interpretation of Target 3 at the national level to get the best possible results for people and nature. Thank you very much. Merci James pour cette mise en situation. Le professeur Adesola Adepoju qui va nous parler aussi de cette dynamique des mesures de conservation avec un accent sur les réserves de biosphère. You have the floor, Professor. Thank you, Madam. Thank you, everyone. I must thank you for the privilege to participate in this meeting. I'm to speak to OECM and Biosphere Reserve, complementarity and synergy of action in the implementation of Objective 3. As mentioned in the first paragraph of the CBD definition, Biosphere Reserve is recognized as international initiative supporting to realize mutual relationship between people, that's the indigenous communities, and the nature, the biodiversity, which is similar to the spirit of OECMs. Biosphere Reserve can function as OECMs, which support countries' national targets to reach the global 30 by 30 target, because Biosphere Reserve, the core area which are designated protected areas, make up an estimated 18% of the total area of Biosphere Reserves worldwide. The remaining 82% is made up of the buffer zones and the transition area, where these areas are not overlapping with protected areas. They can be considered OECMs as the arbor activities compatible with the conservation of biological and biocultural diversity. Moreover, they support economic development through existing social, cultural, and environmentally sustainable practice, and underpinning development through research, monitoring, education, and training. Biosphere reserves go beyond the 30% global target and can provide holistic solution to the biodiversity and climate change crisis. As Biosphere reserve
has been identified as hub to accelerate the SDG implementation and the agenda. Accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2000. Protected areas, biosphere reserve are mixtures in terms of legal status of the land, that's core, buffer, and transition area. Indigenous communities and rich biodiversity are found particularly in buffer zone or the biosphere reserves. UNESCO designated biosphere reserves are usually managed by a governing authority known as Biosphere Reserves National Committee in all the member states. This is done by carrying the indigenous people and local communities along in all the decision-making processes. During nomination process of a biosphere reserve, all information on important biodiversity values of the sites are elaborately described in biosphere reserve nomination dossier as investigated and reported by researchers. All these are elaborately detailed in the UNESCO MAP program 2 technical guideline for biosphere reserve. The technical guideline enables member states and other biosphere stakeholders to address the technical and practical questions that arises in the development of nominations of new biosphere reserves and other pertinent issues. The biosphere reserve management structure is usually transsectional of linking legally protected core areas and surrounding non-legally protected buffer zones that are often rich in biodiversity. Biosphere reserves are fiscally boundaries based on delineation into core, buffer, and transition area. This is what we do with Ban and Biosphere program. Thank you. Thank you, Professor, for your speech. Donc, nous avons entendu donc, nos deux keynote speakers. Je vais demander à nos prochains intervenants, Madame Priscilla Monire, qui est donc chargée de programme à l'Association nationale des aires du patrimoine autochtone et communautaire et facilitatrice communautaire. Elle nous fera donc une présentation sur l'état des lieux du processus des MCE en RDC. Puis nous aurons M. Magadio, qui est un acteur communautaire de conservation de la biodiversité et qui est président de l'Association nationale des aires du patrimoine autochtone et communautaire du Sénégal. Et enfin, pour cette première partie, nous allons clôturer avec M. Daniel Marnewick, qui va nous illustrer donc justement le processus de réserve de biosphère. Il a 25 ans d'expérience et il est le coordinateur régional de l'UICN, l'Afrique orientale australe, pour la liste verte des zones protégées conservation. Donc, Madame Oniré. Oui, Florence. Ok, bonjour à tous. Nous allons présenter l'expérience de la RDC en rapport avec les autres mesures efficaces de conservation. Sûrement, nous, comme le disait déjà Madame Florence, nous allons un peu échanger avec vous sur les opportunités innovantes et les bénéfices pour le bien-être de communautés dans la conservation de la biodiversité. Et tout ça, c'est pour contribuer à l'atteinte des objectifs 30x30. Nous pouvons passer? Comme l'avait déjà signifié Madame Florence, en fait, nous, en RDC, je commence en fait par cette petite historique. On a, en ce qui concerne la Convention sur la diversité biologique, nous sommes partis depuis 1994. Et donc, nous savons nous tous que la Convention a été mise en place en 1992. Et en 2010, après la COP 10, il y a eu de plans stratégiques pour la biodiversité
qui prenait une décennie, comme vous le savez, avec les objectifs d'Aichi. On avait sûrement évoqué les autres mesures efficaces de conservation. Néanmoins, dans les pays, on n'a pas travaillé, nous n'avons pas travaillé plus sur ces volets. Et en 2016, il y a eu la stratégie et le plan d'action national sur la biodiversité qui avait une période quinquennale. Et cette stratégie avait une déclinaison de l'objectif 11. Et comme en 2010, on n'avait pas toujours pris en compte les autres mesures efficaces de conservation. Et à la COP 14, quand on a défini un peu les critères d'identification des AMC, la RDC encore s'est réunie sur la question et a échangé sur ce qui pourraient être les autres mesures efficaces de conservation dans notre pays. Et à ce qui concerne la COP 15, bon, on a écrit à venir parce que c'était un temps de préparation de la COP 15. Il y a cet objectif, les négociations qui se sont faites en rapport avec l'objectif 30 x 30. Et comme nous le savons, c'était un objectif qu'on appelait déjà dans notre pays un objectif problématique parce qu'avec l'objectif d'Aichi, 11 sur le 17%, on se disait on n'a pas été à mesure d'atteindre les 17%. Est-ce qu'avec les 30%, ça pourrait aller? Et toutes les réflexions se sont basées autour de ce 30%. Et qu'à la fin des comptes, on s'est convenu en disant, OK, on pourrait bien espérer atteindre ces 30% si nous capitalisons les autres mesures efficaces de conservation. On y va? Bon, à ce qui concerne la question des autres mesures efficaces de conservation, donc il y a eu des présentations de ces autres mesures auprès des parties prenantes de la conservation. Et là, on s'est basé sur les critères au niveau international. Et ce n'était pas le travail seulement d'ANAPAC, c'était le travail en consortium avec ANAPAC, le ministère d'Environnement et Développement durable, qui est ici abrégé par MED. Il y avait aussi l'apport de la Comifac. Et c'est même 2019, il y a eu des entretiens avec un grand nombre de parties prenantes, entre autres les populations autochtones et les communautés locales. Il y a eu des échanges avec les institutions publiques et scientifiques. Maintenant, de 2020 à 2021, il y a eu des ateliers de travail avec certaines parties prenantes. Donc, on a commencé par les entretiens. Après les entretiens, c'était maintenant des travaux avec ces parties prenantes ciblées. Et entre autres encore, le peuple autochtone, communautés locales, les institutions publiques, scientifiques et les partenaires techniques et financiers. En 2022, il y a eu un consultant qui a été recruté pour maintenant analyser ces cas. Donc, il y a eu des études cas de ces autres mesures efficaces de conservation. Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que vraiment c'est palpable en se référant aux critères internationaux? Est-ce que chez nous, nous détenons ces autres mesures efficaces de conservation? Et ce consultant n'avait pas travaillé seul. Lui aussi, il avait associé le peuple autochtone, communautés locales, les institutions publiques, scientifiques, les partenaires techniques financiers, ainsi que les biofac. Et après, cette même année, on a tenu la réunion de restitution auprès des parties prenantes de la conservation. Donc, les analyses ont été présentées, les rapports d'études ont été présentés à travers des ateliers webinaires, et puis il y avait aussi des ateliers présentiels pour voir ce qui a été ressorti comme résultat de ces études menées par les consultants. On peut aller? Maintenant, à ce qui concerne, lors de ces ateliers, il a été répertorié comme autre mesure efficace de conservation connues, les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire,
ainsi que la foresterie communautaire. Il y a eu aussi des initiatives, quelques initiatives privées qui ont été aussi identifiées lors de ces assises. Et plus de 36 zones et initiatives identifiées comme autres mesures efficaces de conservation potentielles. Et parmi ces 36, nous avons les initiatives, nous avons la foresterie communautaire, comme je le disais, ainsi que les APAC. Vous pouvez passer. Et nous allons tarder un peu sur la question des APAC. Et comme nous le savons, nous tous, c'est un mode de vie de peuples autochtones et communautés locales qui est en harmonie avec la nature. Donc, les sites APAC sont des sites gérés par les peuples autochtones et communautés locales. Ce sont des zones aussi à haute valeur de la biodiversité qui chevauchent avec les territoires traditionnels des peuples autochtones, pygmées et communautés locales. On se dit et il s'est prouvé scientifiquement que les peuples autochtones sont les gardiens de la biodiversité et grâce à leurs pratiques de conservation communautaire et traditionnelle qui contribuent à l'intégrité des forêts et des autres écosystèmes. On sait déjà que les APAC sont des aires de conservation communautaire et ils ont 3 caractéristiques qui les démarquent des autres mesures efficaces de conservation. Ces 3 caractéristiques-là, la première, c'est on a d'abord une communauté et cette communauté qui développe un lien avec les territoires. Et cette même communauté a un système de gouvernance avec des décisions qui conduisent à la conservation de la biodiversité. C'est pas que les décisions, c'est pas qu'ils prennent des décisions en se disant qu'ils sont conservateurs, mais c'est une conséquence au fait de ces décisions, de leurs pratiques qui concourent à la conservation. On y va. Bon, nous pensons que les aires du patrimoine autochtone sont des solutions à la perte de la biodiversité et à la crise climatique parce que ça contribue au fait à l'intégrité de tout ce que nous trouvons comme écosystème, comme forêt, et puis le territoire de vie de peuples autochtones et communautés locales avec les études menées actuellement en RDC. Ça a été prouvé scientifiquement que ce ne sont pas seulement les dires gardiens, ce ne sont pas seulement les dires protecteurs, mais c'est prouvé. Quand on est gardien, on garde quoi? Donc, il y a eu des inventaires, pas mal d'inventaires, d'études menées à ce sens-là. Malgré tout ce que le peuple autochtone, ces communautés locales détiennent, ils sont toujours victimes de l'injustice et la non-équité dans la conservation. Il y a eu beaucoup de cas de violation de droits des riverains qui sont observés en Afrique centrale, ce n'est pas seulement en RDC. Et là, c'est suite à certaines lois de conservation et de gouvernance qui ne prenaient pas en compte, en fait, leur mode de vie, quoi. Et on ne le mettait pas en premier plan comme étant pas seulement les acteurs, mais en tant que des acteurs potentiels, des acteurs clés. On peut passer? Maintenant, à ce qui concerne l'approche méthodologique, pour la RDC, nous n'avons pas créé, donc une méthodologie qui a été arrêtée par le consortium ICCA Consortium. Et du coup, donc nous avons tous ces schémas ici dont il pourrait avoir des facilitateurs. Ces facilitateurs pourraient être soit les ONG que nous sommes, et on trouve une communauté gardienne détentrice de son APAC qui a des équipes locales, qui a une équipe locale au sein de cette communauté. Et cette communauté-là s'identifie en tant que communauté gardienne d'APAC et planifier le processus de son renforcement autonome. Et après, cette communauté arrive à décrire son APAC
cette communauté arrive à décrire son APAC à la base, ils appliquent l'outil de résilience, ils réfléchissent et choisissent les indicateurs clés. Cette communauté s'engage à agir et à planifier des actions. Il y a aussi des initiatives spécifiques qui sont identifiées en soutien à la PAC. Il y a la communauté qui est orientée soit vers le partenaire technique et financier, soit en développement au sein de leur propre communauté, ou soit cette communauté essaie de joindre ou créer un réseau APAC spécifique à elle. On peut passer. Maintenant, quelques résultats acquis du processus de promotion des APAC depuis une décennie déjà. Donc, il y a 25 APAC identifiés en RDC. De ces 25 APAC identifiés, il y a 12 APAC qui sont cartographiés. Et ces 12 APAC cartographiés contribuent près de 0,3% du territoire national, donc à la superficie du territoire national. Et parmi ces 12 APAC, il y a une possibilité de continuer avec la prospection pour les autres. Donc, nous comprenons avec l'objectif 30 x 30, si nous capitalisons les autres mesures efficaces de conservation, ça pourrait contribuer en fait à la superficie arrêtée par le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. Et il y a 8 APAC qui sont documentés, dont une étude réalisée sur l'intégrité de la forêt et de la biodiversité, cas de Mbembi-Teli. Parmi ces 25, il y a 4 APAC qui sont emblématiques. Là, je parie que nos collègues du Sénégal vont revenir sur les APAC. Qu'est-ce que nous attendons par une APAC emblématique? Et il y a une seule APAC qui est dans le processus de renforcement autonome. Parmi d'autres, ce qui concerne le plaidoyer ou la sécurisation, comme on va revenir sur la contribution avec l'autre exposé, là, je passe vite. Donc, nous avons la loi sur la conservation de la nature, la stratégie nationale sur la biodiversité, la loi promulguée sur le peuple autochtone à son article 48. Il y a eu l'élaboration de la stratégie d'accompagnement des APAC, ainsi que la sauvegarde de l'identité culturelle et contribution au bien-être. Pour valoriser le potentiel naturel et culturel des APAC, il y a des événements culturels qui sont organisés, comme le cas du festival Mbossa. En dehors de cela, il y a aussi ils ont été documentés et inventoriés les produits forestiers non lignés qui sont développés dans la possibilité de chaînes de valeur. Il y a aussi, on a aussi développé les possibilités de valoriser les couverts forestiers des APAC à travers les calculs de stock de carbone. Il y a l'estimation de stock de carbone dans la forêt de Mbembi-Teli. C'est cette forêt-là qu'on a dit on a évolué et elle se trouve dans le processus déjà de renforcement autonome. Parmi les perspectives, il y a la sécurisation des APAC. Là, nous allons revenir quand nous allons présenter l'autre présentation. Il y a aussi, on pense au développement et renforcement des options valorisant des valorisations socio-économiques, écologiques et culturelles des APAC. Nous allons poursuivre l'identification et la documentation des APAC parce qu'en RDC, c'est vaste. On n'est que dans 8 provinces sur le 26. Donc, il faudrait qu'on arrive à élargir en rapport avec l'identification et la documentation des autres APAC. Il y a mise en place des mécanismes de financement pratiques et le développement des capacités. Ça, nous sommes en train de vouloir mener un plaidoyer dans ce sens. Il y a aussi la vulgarisation de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Comme défi, nous avons faible implication des autorités aux efforts de conservation communautaire. Nous avons la faible reconnaissance légale des APAC en RDC.
Nous avons fait de prospection et documentation des APAC à travers les pays. Oui, Provence sur 26, ce n'est pas vraiment trop significatif. Financement est aussi insuffisant pour la formalisation des APAC, ainsi que l'insuffisance des études sur l'intégrité des forêts, biodiversité et capacité de séquestration des carbones. On passe. Là, nous disons et nous vous remercions. Merci, Priscilla, pour cette présentation qui était dense. C'est vrai que c'est la RDC et qui avait comme objectif de montrer tout l'avancement du processus. Nous allons donc demander à Monsieur Magadio de faire la présentation pour le cas de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Monsieur Magad, s'il vous plaît. Vous devez partager votre écran. Voilà, bonjour tout le monde. C'est Maguette Diaw, président de l'Association nationale des APAC du Sénégal. On va vous présenter l'expérience sénégalaise dans le cadre des APAC. Depuis fort longtemps, les APAC existent au Sénégal. Les APAC, le nom est récent, mais la pratique est une pratique vraiment très ancienne qui date depuis de nos ancêtres. C'est les aires du patrimoine communautaire autochtone. Bon, c'est des espaces de conservation où les communautés locales et les peuples autochtones gèrent leur patrimoine, surtout dans le cadre de la biodiversité. Et ce qui Vous pouvez partager votre écran. Ce qui différencie les aires du patrimoine communautaire des autres, ce qui existe au Sénégal avec les AMP, les aires marines protégées. Ici, les APAC, c'est les communautés qui ont la charge de la gouvernance et en même temps la gestion. Or que dans les autres systèmes de conservation classiques, ce n'est pas le cas. Bon, au Sénégal, on a travaillé sur ce qu'on appelle l'identification des APAC. Parce qu'on dit ici que les APAC, on ne les crée pas, mais on reconnaît leur existence. Et nous sommes très conscients que les APAC contribuent évitablement pour l'atteinte des objectifs 30-30. Mais sans la reconnaissance des APAC, nous sommes conscients que cet objectif sera très difficile à atteindre. Donc, au Sénégal, nous avons tenu à identifier 27 APAC et avec une assemblée générale constitutive, nous sommes arrivés à mettre en place l'Association nationale des APAC du Sénégal. Bon, ce qui nous amène à dire que pour la définition des APAC avec leurs critères, je pense que mon collègue a fait une bonne présentation parce que les critères là, c'est des critères internationaux, ce qu'on appelle l'existence d'une communauté et le site, des règles de gouvernance et de gestion élaborées par les communautés elles-mêmes et acceptées de tous, et que tous les actes posés dans ce site mènent à la conservation. Ce qui vient à dire que l'objectif premier des APAC, ce n'était pas la conservation, c'était des objectifs de survie, cause pour laquelle on parle APAC territoire de vie. Mais ces objectifs de survie, sans une pérennisation, vraiment, c'est pas... et aller avec des opportunités limitées, cause pour laquelle, donc, il faut que tous les actes posés dans les APAC mènent à la conservation, surtout avec le développement durable. Bon, la fonction des APAC, comme on le dit, c'est des fonctions de survie, comme je l'ai toujours dit. La fonction première, c'était pour le survie, et la fonction, mais cette fonction de survie, sans une, comment dirais-je, une utilisation rationnelle, ça ne mène pas très loin. Cause pour laquelle il faut une utilisation rationnelle. Et tous les actes posés dans cette APAC, dans les APAC au Sénégal, mènent à la conservation comme partout dans le monde. Parce que les APAC aussi intègrent le savoir traditionnel, culturel.
Au Sénégal, on a 27 APAC répartis dans des zones. Aussi, Il y a la zone centre, qui c'est Dakar, Thiès et Diourbel. Il y a la zone nord, autour de les régions Saint-Louis, Louga et Matam, la zone delta du Saloum avec les régions Kaolack, Fatick et Sud. C'est des zones écogéographiques. Il y a la zone sud et la zone sud-sud-est. Donc, il y a des APAC terrestres, il y a des APAC maritimes, il y a des APAC fluvales qui sont vraiment reconnus aussi au Sénégal. Il y a Bettenty, Sokone, Moundé. Sur les 27 APAC, il y a au moins 12 à 13 APAC qui sont reconnus officiellement par les collectivités locales. Mais au Sénégal, les collectivités locales, il y a deux sortes de collectivités locales. Il y a la collectivité locale, la mairie, qui reconnaît les APAC terrestres, mais il y a une autre collectivité locale supérieure qu'on appelle le conseil départemental, comme au Sénégal, on a supprimé la régionalisation, qui reconnaît les APAC fluviales et maritimes. Bon, il y a toujours aussi des menaces, cause pour laquelle nous avons besoin d'une reconnaissance juridique, parce qu'il y a les menaces au niveau des APAC, les menaces sans la reconnaissance formelle des droits des communautés locales sur leurs terres, l'eau et les ressources naturelles, et la reconnaissance et le respect par leur organisation et le mode coutumier de gouvernance, la protection contre les emplois venant de l'extérieur. Donc, il faut une reconnaissance juridique. Parce que la reconnaissance juridique est un peu différente de la reconnaissance de l'organisation en tant qu'association. L'organisation en tant qu'association, c'est le ministère de l'Intérieur qui le reconnaît. Et là, c'est réglé pour beaucoup d'APAC. Même l'ANAPAC Sénégal est reconnu par le ministère de l'Intérieur en tant qu'association de défenseurs de l'environnement. Mais la reconnaissance de l'APAC en tant qu'aire conservée par les communautés, par leur méthode traditionnelle, dans un cadre consensuel, là, il faut une loi qui sera votée par les députés à l'Assemblée nationale. Sur le plan juridique, nous voulons une insertion de la notion d'APAC dans l'arsenal juridique au Sénégal et même en Afrique de l'Est. Comme si on ouvre le code de l'environnement ou bien on ouvre le code de le code forestier, on trouve les forêts classées, on explique qu'est-ce que c'est qu'une forêt classée. Tu vois AMP, aire marine protégée, on explique qu'est-ce que c'est qu'une aire marine protégée. On veut, quand on ouvre ça, on trouve les APAC et on explique dans ce code qu'est-ce que c'est qu'une APAC avec les critères. Mais maintenant, l'État nous a entendus, l'État sénégalais, par le biais du ministère de l'Environnement, Développement durable et la transition écologique, nous a entendus et il y a une réforme qui est en train d'être faite parce que depuis nos indépendances, c'est le code forestier qui gère la biodiversité et autres. Donc, mais maintenant, il y a un code spécifique pour la biodiversité qui est en train d'être confectionné. Et l'État, dans le cadre de nos différents plaidoyers, appuyés par nos partenaires, l'État nous a conviés à plusieurs rencontres en tant qu'ANAPAC, représentant les communautés à plusieurs rencontres pour mettre en place le code de la biodiversité. Donc, dès le début de la confection des textes et la réflexion, l'ANAPAC est invité. Et à l'heure où nous sommes, il y a un draft qui est déjà écrit et les préoccupations des populations ont été recueillies par un consultant commis par l'ANAPAC Sénégal et toutes ces préoccupations ont été prises en compte par le futur code de la biodiversité. Et déjà, depuis 4 mois, il y a une validation intérieure. Le ministère de l'Environnement et ses différents services ont validé le premier draft du consultant. Et ce qui reste, ce qu'on appelle la validation nationale, qui doit atterrir à l'Assemblée nationale pour que les députés votent. Parce qu'ici, pour qu'une loi soit fonctionnelle, il faut que les députés, le gouvernement l'adopte d'abord, le ministère en charge de la question, comme le ministère de l'Environnement, dans ce cas, adopte d'abord, c'est déjà fait. Maintenant, il reste la validation nationale, c'est le Conseil des ministres qui fait ce qu'on appelle une validation nationale, et pour que ça atterrisse à l'Assemblée nationale, pour que les députés votent et que ça soit une loi. Bon, l'intérêt de cette reconnaissance juridique des APAC et l'inscription dans la nomenclature des aires protégées au Sénégal permettra de garantir et sécuriser la contribution des communautés en tant que mode de promotion, de gestion et de gouvernance locale de la biodiversité. C'est important parce que sinon, si on trouve des gens, parce que les conventions locales, c'est important, mais ont une portée locale.
Mais le juge qui fonctionne à travers des lois qui sont d'une portée nationale ne peut pas se baser sur une convention locale pour condamner un fossoyeur ou autre. Cause pour laquelle nous tous, on travaille pour que cette loi soit votée par l'Assemblée nationale. Et on a fait une cartographie pour répartir spécialement ce qu'on appelle la répartition spéciale des APAC au Sénégal. C'est la répartition spéciale des APAC au Sénégal. Tout ce qui est rouge là, tout ce qui est vert, ce sont les zones où il y a des APAC. Il y a d'autres APAC, mais il faut qu'il y ait une mission d'identification nationale qui va à l'encontre des communautés pour identifier d'autres APAC. Mais là où nous sommes, nous avons 26 APAC reconnus officiellement et le processus de la reconnaissance des APAC, ça suit son cours. Il reste que l'Assemblée nationale pour une validation et que les députés en font une loi qui sera applicable à tout le monde. Sinon, la sécurisation des APAC est vraiment entre guillemets, cause pour laquelle. Mais nous nous réjouissons aussi de ce webinaire qu'on travaille avec. C'est un vœu qu'on avait soumis depuis Kigali pour travailler avec la RDC. Au moins, même si on peut aller même jusqu'à avoir une rencontre des aires protégées d'Afrique centrale, un réseau des aires protégées d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que nous sommes dans ce processus-là. Et ce qui est important pour nous, c'est les échanges. On échange entre communautés pour que vraiment, parce que les APAC font partie intégrante de ce qu'on appelle les autres mesures de conservation efficaces. Parce que les autres mesures de conservation efficaces, toutes les mesures de conservation efficaces, ce qu'on appelle AMC, ne sont pas des APAC, mais tous les APAC sont des AMC. Sont des AMC. Cause pour laquelle c'est important pour que vraiment qu'on travaille pour la reconnaissance des APAC au niveau Sénégal et Afrique. Même l'ANAPAC Sénégal, avec une délégation de 6 personnes, était au Burkina Faso, assister à l'Assemblée dans le cadre de ce qu'on appelle dans la régionalisation avec le consortium international. Donc, on a travaillé pour avoir une région Afrique des APAC. Et ce qu'on appelle la régionalisation, c'est un processus. On avait 7 personnes au niveau du Sénégal, dans l'ANAPAC Sénégal. Avec nos partenaires, nous étions là-bas et on a travaillé et le processus suit son cours. Et ce travail a continué aussi jusqu'à Kigali, où on a fait la présentation de l'expérience sénégalaise. Je pense que ce qui nous a conduit à assister aujourd'hui aussi ce qu'on appelle ce webinaire de l'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest sur les aires protégées et les autres mesures de conservation. Je vous remercie. Merci Magatte. Je ne sais pas s'il y a eu un problème technique. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir votre présentation, mais on rassure les participants que le webinaire va être enregistré et les présentations mises à disposition de tout le monde. Nous allons demander à Daniel de faire sa présentation. Il est 12h05. Si vous pouvez, s'il vous plaît, Daniel, mettre un accent sur l'expérience des réserves de biosphère pour montrer la différence avec ce que nous a montré l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, en 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Hi, good afternoon, everyone, and thank you, Florence, for that introduction. I'm going Bon to give après-midi à tout le monde. Merci pour cette introduction. Je vais faire ma présentation en anglais. Et nous allons aller directement. Firstly, I want to thank you for the invitation to present. I'm going to present some examples of OECMs that are found within a biosphere reserve in South Africa. But I just firstly want to acknowledge the partners from this project, the IUCN, the World Commission on Protected Areas, BirdLife South Africa, the Kruger to Canyons Biosphere Reserve Region NGO, our government partners, and the funder of this project, the Leonardo DiCaprio Foundation. Before I go into the actual examples from the Biosphere Reserve, I just wanted to highlight the fact that the IUCN has been running a number of these national dialogues in a few countries within Eastern and Southern Africa.
And while this isn't set down anywhere that this is a process that has to be followed, what we found is that there were some useful steps that we followed in these national dialogues that ensured some key components of identifying and assessing and reporting OECMs within countries. I won't go through all these steps, but I think the four main things to point out that were really useful was that we conducted a policy and technical review of how the OECM framework and CBD definition fitted within the national policy framework and practice. Through the various stakeholder workshops, we ensured inclusivity. So we just made sure that all stakeholders previously engaged, but also new stakeholders were invited to these workshops. We made sure that we brought the discussion around financial resources and financing OECMs into the debate right from the beginning, because it is a really important component about how we're going to resource OECMs going forward. And then, as I said, the policy alignment and ensuring that we identified opportunities to support OECMs through policy and legislation. Then, as James has already pointed out, OECMs are not only relevant to Target 3 of the CBD, but also to Target 1 around spatial planning, Target 2 around restoration and recovery, Target 4 around species conservation action and recovery, and importantly in the African context, also Target 9, which looks at sustainable use and livelihoods, which is what I suspect many of our OECMs will primarily be built around, is the sustainable use and supporting local livelihoods of the people on the ground, the communities and indigenous peoples conserving those lands. This slide just demonstrates what we did in South Africa to try and align OECMs with the existing framework. We have a very strong framework called Biodiversity Stewardship, which is used to expand our protected and conserved areas network. As you can see, we have various categories, the top one being protected areas, but then categories 2 and 3, which talk to conservation areas and other sort of what we call partnership areas that secure area-based conservation. So we didn't want to present OECMs as something that replaces existing frameworks, but rather how we could align OECMs with this framework and use biodiversity stewardship to underpin OECMs, but also use the OECM framework to expand on this list of categories. And that is exactly what came out of the national dialogue. We did in fact expand on these various categories, particularly under category 2, but also under category 3, and it presented an opportunity to bring landowners and governance authorities that previously hadn't been recognized into the discussion. Right, so part of our process, once we had these various national dialogues and done the technical review and formulated a list of potential OECMs in South Africa, we then wanted to test that within a specific landscape. And we chose the Kruger to Canyons Biosphere Reserve, which you can see on the map there, as a landscape in which we wanted to select case study sites. And I maybe just want to pause here and just provide a bit of clarity as to how OECMs relate to biosphere reserves. And just to first say that biosphere reserves, particularly the buffer zones in themselves, wouldn't automatically qualify as OECM. So we can't do a direct translation and report all buffer zones and transition zones of biosphere reserves as OECMs, because sites need to be assessed as OECMs individually and in their own right. So we still need to go out and assess each and every property, a governance authority against the OECM framework. However, biosphere reserves, particularly their buffer zones, present low-hanging fruit for identifying OECM. So if I was in a country and I wanted to find OECMs or potential OECMs, I would probably first go to biosphere reserves because of the nature of the setup. So we know that at the core of biosphere reserves, we have protected areas, but around those protected areas, we have various land use types, many of which could qualify as OECMs.
So we selected 9 sites within the Biosphere Reserve buffer zone to assess against the OECM framework. The other thing with biosphere reserves is that they are likely to have really high biodiversity value, identified either at a global or national level, which was the case with the Kruger Canyons Biosphere Reserve, as you can see there, representing key biodiversity areas, national priorities, threatened ecosystems, and strategic water source areas. The 3 examples I want to share with you from this Biosphere Reserve, the first is a military training facility or a defense force base. The second is an academic research institute. And the third is a community governed site. Sorry, and I'm going to go back 2 slides because what I also wanted to point out on this map is how well it illustrates the other role that OECMs play in a landscape like this, in that we start seeing this mosaic of protected areas and OECMs that act to complement one another. And as you can see on this map, the colorful blocks are the OECMs, and you can see how they buffer or create corridors between existing protected areas. And this is the case with this Air Force base. You can see the light green situated in amongst the darker green areas, which are protected areas, and creating a really important connectivity between these sites. The governance authority at the site is the South African National Defence Force, and they are legislated or regulated by the Defence Force Act. The management authority is the Hoedspruit Air Force Base under the Defence Force, the department, and the management objectives for this site is obviously primarily as a Defence Force base, but conservation is a secondary management objective. And for this, they have a habitat management plan and a conservation manager on site who implements this management plan. The second site I want to present is an academic research institute. It's also the light green area at the bottom there. And again, you can see it plays a really important role in buffering and creating corridors. Those photos are of staff doing fence patrols. And the bottom photo is of the actual infrastructure at the research facility, which is really got a very small footprint. It's an eco-friendly building. And you can see the natural habitat surrounding the research facility. So the governance authority is the academic university, one of the biggest in South Africa. And the management authority is the Wits Rural Facility, which is the research facility. Again, conservation is a secondary management objective. Their primary objectives are social and environmental research on site and in the surrounding areas. But they have a habitat management plan and a conservation officer who is responsible for overseeing these. So these 2 examples I've just presented previously weren't recognized as part of biodiversity stewardship. And so through this OECM process, we were able to bring them into a national process and include them under biodiversity stewardship. The third site I want to present is the community conserved area. Again, you can see how well it's nestled in between existing protected areas. The natural habitat is fairly well intact, and the footprint of the community is relatively small. The governance authority is the traditional authority. So most of our communal sites have traditional authorities, but this one in particular is strengthened by 2 parallel committees. The first is a community development forum, and this allows for additional representation by community members on this decision-making body. And the second is a farmers cooperative, which represents the resource users from the community. The management authority is made up of the traditional authority and the farmers cooperative, so they have a very strong voice in how natural resources are used, but they are supported by a local conservation NGO, Conservation South Africa, under a biodiversity agreement. And the objective is that the NGO is able to provide scientific and technical support to the community to help them develop the necessary management plans and align their stocking rates and their burning regimes with conservation outcomes, while simultaneously they are training the community members and building
the capacity within the community to take over this technical and scientific role once the agreement ends. The management objectives, again, it's primarily for livestock or rangeland farming. And so conservation is a secondary management objective, but they're very much managing in line with the sustainable use of this savanna bushveld in terms of livestocking and burning. And there's a conservation officer that is being trained for this purpose. And you can in fact see that photo of Clifford sitting on the rock. Clifford is the son of the current Induna or chief, but he is also employed by Conservation South Africa to manage this project. And this is really important for skills transfer, as Clifford will take over the chieftaincy of the community going forward. He already has a strong sense of conservation entrenched in him. So those were the three examples I wanted to present. On a much larger national scale, I think we learned a lot from this process, besides the fact that biosphere reserves provide a really good opportunity to identify and assess OECMs. More broadly, OECMs provide a framework that's going to facilitate the formalization, expansion, and reporting of our conservation areas estate. It will help strengthen the interconnected landscapes and even seascapes alongside protected areas, as I've demonstrated. OECMs can include a diverse range of rights holders that contribute to area-based conservation, including previously marginalized groups, land use types, and sectors. But obviously, that is dependent on how we conduct the process of identifying OECMs and how inclusive we are from the start when we engage with the various stakeholders. Fourth, OECMs play a role in supporting local economies, and we can start creating links to sustainable finance using the OECM framework as a type of assurance that there's a certain level of governance and management in place at the site. But obviously, this all comes with challenges, the main one being that we still need to leverage financial and human resources that can help assess, report, monitor, and support these OECMs without diverting resources away from other conservation priorities, such as protected areas. So I just want to thank you for your time and your attention, and I'm happy to take questions at the end. Merci beaucoup, Daniel, pour ces exemples très illustratifs pour montrer les possibilités de pouvoir engager les réserves de biosphère dans le processus des autres mesures de conservation. Donc, nous allons revenir sur le continent, Afrique de l'Ouest, avec Monsieur Alpha Diallo, qui va nous faire une présentation qui est plutôt axée sur les savoirs traditionnels et locaux dans ce processus d'atteinte des objectifs 30-30. Il est le président, assistant technique de l'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat. S'il vous plaît, Monsieur Diallo, si vous pouvez en 5 minutes nous faire une présentation afin de permettre après des échanges avant la fin de ce webinaire. Vous avez la parole. Alors, bonjour. Vous pouvez partager votre écran. Est-ce que vous pouvez... Oui, je partage, mais on me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Est-ce que vous pourrez lui dire d'activer? On va vous permettre de partager. Merci. Vous pouvez partager maintenant? Oui, ça y est, ça commence à marcher, ça va. Donc, je vais chercher rapidement. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Diallo. Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Le partage a commencé. Allez-y. Ah, d'accord. Je crois que je suis allé directement à la fin. Désolé. Alors, bonjour. Comme Madame vient de le dire tout à l'heure, je me nomme Alpha Amadou Diallo et je suis de la République de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Et très récemment, nous avons travaillé sur les pratiques des peuples indigènes ou bien des autochtones, des communautés locales, en termes de protection et conservation des aires protégées, que ce soit les aires marines protégées, que ce soit les aires conservées et des APAC.
ce management de la biodiversité à travers une implication collective de part et d'autre et beaucoup plus d'implication des autochtones des différentes communautés concernées. Donc, c'est pourquoi cette fois-ci, lors de cet échange, de ce webinaire sur les aires communautaires de conservation en Afrique centrale et de l'Ouest et leur contribution à l'atteinte de l'objectif 3 du cadre mondial de la biodiversité, nous avons pensé qu'il serait de mieux connaître ensemble, de mieux gérer ensemble, en répondant à la question de comment contribuer à la gestion durable des ressources naturelles du Parc national du Haut-Niger à travers une meilleure implication des communautés locales. L'implication des communautés locales sous-entend de prendre en tout intérêt leurs différentes pratiques endogènes et aussi d'apprendre d'eux comment jadis ils conservaient, avec ces deux apports, plus les nouvelles connaissances de la technologie de l'information et des nouvelles technologies à travers des drones et autres, des applications smart, ainsi de suite, pouvoir atteindre leur principale cible. C'est pourquoi ici, vous avez vu, dans notre approche, nous commençons toujours par échanger avec les communautés locales. Sur la natte, je me suis installé et avec une approche beaucoup plus de l'écoute active, nous partons vers l'écoute des autochtones. Ils expliquent comment ils faisaient les choses et nous prenons note, nous essayons de voir est-ce que l'approche est une approche qui répond directement aux attentes ou bien l'approche peut avoir des conséquences par après. Ressortir en face de les différentes conséquences et leur faire accepter que ces conséquences peuvent être négatives tout comme elles peuvent être positives. Pour toutes les conséquences négatives, trouver ensemble des solutions et une approche implicative. Et pour les conséquences positives, trouver des moyens d'amélioration et de scale-up. Comment nous allons aller dans un aspect beaucoup plus grand. Donc, c'est justement pour ça que nous, on a trouvé qu'il est très, très fondamental que tout est des différentes collectivités. Ici, vous avez sur la carte la région de la Haute-Guinée, principalement le parc national du Haut-Niger, qui s'étend sur 12 000 km². Ce parc est constitué de deux zones, la zone de Mafou et de Foya. À la suite de ça, voici notre approche. Elle est purement basée sur des objectifs et ces objectifs vont générer des résultats. Le premier objectif spécifique que nous nous sommes fixés, c'est de développer un cadre structurel pour les communautés de gestion de la The goal is to generate des outils de planification locale. results by appropriating some local. Oui, on Allô? vous attend. On vous capte, oui. Ok, je pensais que quelqu'un m'a interrompu, désolé. Alors, le deuxième objectif spécifique, c'est renforcer la conservation de la biodiversité par la création et la mise à disposition d'outils participatifs de gestion communautaire. Et le troisième objectif, c'est responsabiliser les acteurs communautaires pour un développement d'activités économiques adaptées aux enjeux du parc. Donc, ce sont les trois objectifs spécifiques dont les résultats sont à votre droite. Entre autres, les riverains du parc sont beaucoup plus organisés, les communautés participent au développement, les connaissances sur le parc sont améliorées et les connaissances endogènes sont archivées et répliquées. Les élèves et les jeunes acteurs tout autour du parc sont éduqués aux pratiques de leurs ancêtres. Nous avons remarqué qu'autour des parcs, les pratiques traditionnelles des discussions autour des arbres à palabres, et d'autres méthodes d'éducation de la jeunesse sont en train de disparaître au profit de l'Internet, l'accès à la télé. Les gens n'ont plus le temps d'échanger sur les réalités environnementales tout autour d'eux. Alors, nous venons à travers cette approche, nous partons nous informer sur ce qui existait et nous amenons ces connaissances au sein des écoles en créant des clubs écologiques et les jeunes, au lieu de rester non informés auprès de leurs parents, ils sont informés par nous et nous les encourageons à aller confirmer l'information que nous leur donnons auprès de leurs parents parce que leurs parents seraient beaucoup plus susceptibles d'échanger avec eux sur certaines pratiques qu'ils pensent être des secrets familiaux et ainsi de suite. Des conservations vont d'amélioration en amélioration. Le dernier résultat, ce sont les activités génératrices de revenus.
nous avons remarqué que les pressions qui sont exercées sur les aires protégées sont dues à certaines limites d'accès au financement, et les gens dans les villages ont des besoins qui ne sont pas satisfaits naturellement parce qu'ils n'ont pas d'activité à effectuer. Alors nous leur enseignons comment ils peuvent générer de l'argent tout en conservant la nature, entre autres. Et entre autres, les différentes pressions sont connues de tout un chacun. Le parc national du Haut-Niger particulièrement a des pressions sur les coupes de bois, la fabrication du charbon, des bois de chauffe, et le braconnage qui est très intense, la pêche illégale, les feux de brousse qui sont incontrôlés, les défrichements culturels, et d'autres techniques de chasse et de récolte de miel qui peuvent être très, très nocifs pour l'existence des espèces en danger citées de la liste de l'UICN ou du CITES. Donc, il y a aussi un projet de construction d'un barrage hydroélectrique à Fomi, un peu plus au nord du parc. Et ce projet pourrait avoir un impact direct sur les espèces qui sont menacées ou en danger dans le parc. Comment nous avons procédé jusqu'ici? Nous avons fait de la mobilisation des ressources financières auprès de l'UICN à travers le comité français de l'UICN, dans un projet qu'on appelle le programme de petite initiative. Et nous avons obtenu un premier financement. Et ce financement aujourd'hui est rallongé à l'aide d'un financement qui vient de Stichting Otterfond, je crois. C'est une fondation qui est basée en Suède ou quelque part en Europe, qui vient en appui au comité français de l'Union internationale de la conservation de la nature pour nous aider à continuer les activités que nous avons entamées depuis 2019 sous forme de seconde phase. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons. Au-delà de ça, nous nous intéressons aussi à tout ce qui peut être des pertes et préjudices sur ces communautés. Donc les sites traditionnels, les sites de pratiques endogènes, les sites d'autres sites qui sont cultuels, dans lesquels les communautés pouvaient aller se vautrer, des espèces qui servaient aussi de traitement pharmacopée, et ainsi de suite, sur la médecine traditionnelle, et d'autres analyses spirituelles dans lesquelles les autochtones se vouaient sont aussi conservées. Et pour ça, nous avons obtenu aussi, en termes de mobilisation des ressources financières, des accompagnements qui viennent de CJRF, qui est le Climate Justice Resilience Fund. Donc, ils sont chargés de lutter contre toutes les formes de résilience dues au climat et les variations du climat, surtout au sein des communautés. Au-delà de ça, nous partons en partenariat. Donc, ce partenariat, il est établi entre les autorités et nous. C'est ce que cela sous-entend. Donc, les pratiques endogènes doivent forcément intéresser les élus locaux et intéresser aussi la sommité. L'échange entre la sommité et la base ne doit pas être vertical, elle doit être horizontale. Nous avons mis en place un cadre de concertation permanent qui est composé des autorités locales, les communes rurales, les comités villageois de gestion, les groupements d'intérêt économique, le groupement des femmes, les sages et les services des ministères qui sont concernés par l'environnement et le développement durable et autres services qui peuvent avoir un intérêt déconcentré au niveau de cette zone particulièrement. Donc, c'est notre approche par laquelle nous résolvons le problème. Maintenant, pour réussir ce que nous comptons faire, entre autres, nous faisons des suivis réguliers des paramètres écologiques. Ça, c'est fait par le parc lui-même. Nous équipons à travers une fiche de suivi des paramètres écologiques et nous accompagnons l'unité de gestion du parc en renforcement des capacités et en d'autres outils de lutte contre les feux de brousse. Nous les renforçons les capacités dans des séances de formation intenses dans lesquelles ils peuvent utiliser de matériel qui sera mis à leur disposition pour répondre aux besoins. Donc, l'unité de gestion du parc ne sera pas un frein pour les activités tout autour du parc. Et les communautés aussi ne seront pas un frein pour l'unité de gestion du parc. Pour ça, nous avons créé dans la deuxième phase une assemblée générale constitutive qui va impliquer l'assise à chaque 6 mois de ce cadre de concertation pour qu'ensemble, on essaye de discuter et anticiper sur les conflits qui génèrent tantôt entre faune et humain et tantôt entre
homme-homme, entre les humains eux-mêmes, les conflits, on peut les anticiper. Et comment les résoudre en cas si ça arrive. C'est pourquoi nous ne laissons pas un grand temps dans la communication. Nous mettons 2 communications successives au cours de la même année. 2 à 3 fois de rencontre. On pense que nous connaissons mutuellement en tant qu'acteurs de développement autour du parc et en même temps conservateurs. Donc, la gestion participative des ressources naturelles ne peut pas aussi se passer sans la lutte contre l'effet de brousse. C'est pourquoi nous équipons un équipement de pulvérisateurs sous forme, cette fois-ci, d'extincteurs qui peuvent servir de limiter les feux précoces tout autour des parcs, des villages et tout autour aussi des forêts qui sont déjà classées. Pour la définition ici des problématiques, l'identification des buts et des objectifs, nous travaillons en entité et aussi avec une antenne qu'on a basée dans la zone elle-même. Et cette antenne se permet de faire le répiquetage de certains plans et d'aller faire le suivi sur le reboisement qu'on a effectué sur 20 hectares, 2000 plants de Deuterium guinéensis, parce que cet arbre, on a remarqué, a un grand intérêt économique. Cet intérêt économique va dans la fabrication des produits cosmétiques, des produits à usage pour l'entretien des cheveux des femmes et autres. Donc, il peut aussi servir comme jus boissons naturelles et qui sont des boissons qui sont très, très convoitées aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest, surtout au Nigeria, entre autres au Sénégal aussi. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons pensé qu'il serait très, très nécessaire avec les communautés de planter ces espèces hors du parc, dans l'espoir que 30 ans plus tard, les gens n'auront pas besoin d'aller jusque dans la ZIP, la zone intégralement protégée du parc, pour bénéficier de ces fruits. Ils peuvent obtenir ces fruits à la périphérie et ça va leur permettre d'arrêter d'exercer une pression. Parce que toute personne qui va dans la zone intégralement protégée et qu'il se voit annexé ou agressé par un animal, il a tout de suite l'instinct de repli et ça conduit à ce qu'il y ait des animaux qui sont tués. Par crainte que le corps de l'animal soit retrouvé, les gens préfèrent le ramener au village, soit le consommer ou le revendre, ce qui va aussi accentuer l'envie des chasseurs d'aller dans ces zones, une chose qui est très, très interdite. Dans les pratiques aussi de la conservation des pratiques endogènes, nous avons, comme je l'ai dit un peu plus haut, des clubs écologiques, la jeunesse doit être impliquée. Les jeunes doivent être mis en action dès le départ. Et pour les activités génératrices de revenus, nous avons mis en place des ruches kényanes qui sont adaptées à la zone et nous avons équipé les chasseurs cette fois-ci et d'autres qui travaillent dans la section de l'apiculture. Nous les avons équipés pour les aider à avoir du miel au cours de l'année. Parce que nous avons été dans un village, on a remarqué qu'il y a une grande faune d'abeilles qui circulent ça et là tout autour des arbres, qui peuvent être une bonne source de production de miel. Donc, nous les équipons, nous les aidons à travers leurs pratiques endogènes. Ils nous expliquent comment ils faisaient l'apiculture. Nous remplaçons cette pratique par une nouvelle pratique qui permet de conserver l'espèce de l'abeille elle-même, en même temps obtenir du miel tout en ayant fait de brousse parce que d'habitude ils mettaient du feu pour récolter le miel et en même temps ne pas être dans un processus de changement de la ruche chaque année. Ils ont une ruche qui peut faire au moins 5 à 6 ans, ce qui peut être un peu durable pour la génération de l'économie. En termes de production de karité, nous les expliquons comment extraire le karité de l'EVA sans couper l'arbre et comment faire le maraîchage tout autour du parc sans devoir couper beaucoup plus de bois et mettre du feu, et comment se servir des plantes aussi pour une pharmacopée durable, entre autres. Je vous remercie de votre aimable attention et j'espère répondre à vos questions aux besoins. Merci. Donc, merci Alpha pour cette présentation. Donc, nous avons commencé à 11h10. Nous allons prendre les questions. Je remercie les participants d'avoir déjà posé leurs questions. Nous allons commencer par la question qui s'adresse au professeur. How do you think Biosphere Reserve and MAB program could inspire mainstream biodiversity beyond PA and OECM at the national level? Please, Professor. Are you okay? How do you think the Biosphere Reserve and MAB program could inspire mainstream biodiversity in the 70% beyond? That's okay, fine. Because it's a program that has to do with indigenous community, and it's not just a creation of a biodiversity hub or an ecosystem.
is where, like what we said, the core is the 30%. I would say the buffer zone and the transition make the 70%, knowing fully well that there are activities going on in the transition of the program, because that's why we call it man and biosphere, because it allows interaction of the immediate communities and the locals in that area. So, and it's not a system that they just take it all. It's a sustainable management of the ecosystem and biodiversity around them. So this is how it is by the mainstream in the biodiversity conservation, while the buffer protects the core of the biosphere program. Thank you. Thank you, professeur. Alors, une question adressée à Monsieur Magat. Alors, vous avez fait une déclaration, les APAC, on ne les crée pas, mais on reconnaît leur existence, mais il est indispensable d'aller vers une reconnaissance juridique. Alors, la question, c'est est-ce que vous croyez qu'au bout du processus de reconnaissance, les 26 APAC du Sénégal soient toutes reconnues telles qu'elles sont actuellement? Monsieur Magat, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Il y a reconnaissance et reconnaissance pour les APAC. Les 26 APAC ont besoin d'une reconnaissance en tant qu'organisation. C'est comme on crée une ONG, on crée une association, on crée un groupement de femmes, un GIE. Il a besoin d'une reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est le ministère de l'Intérieur, oui, les collectivités locales. Cette reconnaissance, ça ne pose pas de problème, c'est une procédure. Toute entité de 2 à 3 personnes, quelles que soient leurs activités, s'ils font des activités qui concourent à atteindre des objectifs de développement, quelle que soit la nature de ce développement-là, ces reconnaissances, ce n'est pas un problème. C'est des reconnaissances en tant qu'organisation. Mais il y a la reconnaissance juridique des APAC, c'est-à-dire le terme APAC. L'État reconnaît, donne au pouvoir les communautés locales de gérer leur APAC. C'est ça la deuxième reconnaissance qu'on a besoin. Là, c'est une reconnaissance juridique, ou dans la nomenclature juridique de l'arsenal juridique du Sénégal, on y dit que si tu ouvres le code de la biodiversité, on t'explique qu'est-ce que c'est les parcs nationaux, on t'explique qu'est-ce que c'est les forêts classées, mais qu'on t'explique qu'est-ce que c'est que les APAC. Donc, c'est ça, cette reconnaissance qu'on demande à l'État, et que l'État porte cette reconnaissance-là, propose cette reconnaissance, et que ce sont les députés qui votent cette reconnaissance. C'est ça, c'est la deuxième reconnaissance-là qui pose des difficultés. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance juridique des APAC en tant qu'entité. Mais c'est un peu différent avec la reconnaissance de l'APAC en tant qu'organisation. Un groupe de personnes qui s'organisent pour gérer leur espace. Là, c'est une reconnaissance au niveau du côté local ou bien au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est ça, la différence. Voilà, merci beaucoup. Alors, une question globale donc qui vient de Monsieur Serge Vida, qui pose la question sur quelles sont les principales... D'abord, est-ce que une idée sur la superficie idéale des APAC? Donc, on a vu que en RDC au Sénégal, on est déjà au-delà de l'identification de la cartographie. Est-ce que Priscilla peut peut-être nous dire quelle est la superficie idéale des APAC? Les APAC ont des différentes surfaces. Parce que, par exemple, il y a l'APAC du lac de Guiers qui fait 12 000 quelques kilomètres carrés. Il y a des APAC qui font 6 000 quelques kilomètres carrés. Il y a des APAC qui font 100 hectares. Donc, le total des superficies des APAC, on est en train de faire ce qu'on appelle, avec la cartographie, on est en train de faire la documentation pour avoir tous les superficies des APAC. C'est à peu près 200 000 kilomètres carrés.
mais on est en train de travailler avec nos partenaires pour avoir le chiffre exact de chaque appart et compiler qu'on trouve le nombre total des apparts. C'est un travail qui n'est pas encore terminé. Merci, Magatte. Alors, peut-être que au niveau de la RDC, l'expérience de la RDC et l'expérience de la République de Guinée, quelles sont pour vous les principales lacunes des communautés locales dans la gestion des APAC, que ce soit en RDC ou alors en République de Guinée? D'accord. Donc, merci Serge Honoré, Bidam V, je crois, c'est lui qui a posé cette question. C'est une question très, très importante. Nous, on a remarqué ici que la première lacune qui existe dans la conservation au niveau des communautés locales, c'est qu'ils ont des pratiques endogènes qui représentent une menace pour certaines espèces, qu'elles soient floristiques ou fauniques. Alors, comment concilier la conservation et la mise en terme de ces pratiques? Ça, c'est une forme de défi qu'ils ont au sein des communautés. Et d'autre part aussi, nous avons remarqué que la première lacune, c'est la barrière linguistique. La majeure partie des documents de conservation, des politiques nationales, et stratégies et autres sont rédigés en langue française, alors que ces gens n'ont pas accès à l'écriture, ne savent pas aussi lire ce qui est écrit. Même quand tu parlais, ils ne peuvent pas comprendre le français. Qu'est-ce que nous faisons pour lever ces barrières? C'est de communiquer au maximum en langue du terroir et de prendre le soin de traduire la majeure partie des documents juridiques et légaux qui sont mis à leur disposition, tout en imageant, en faisant des imageries en pages, surtout des toolbox, image toolbox, qu'on partage avec eux. La communication, elle prend assez de temps. Elle prend assez de temps pour faire adhérer, et les gens qui adhèrent pour un premier temps nous font comprendre qu'ils ont compris. Mais une autre lacune naît tout de suite, c'est lorsqu'ils retournent dans leur communauté et que le besoin, comme on a dit, de survie revient en question sur la table. Alors, ils oublient tout de suite tout ce qu'ils ont appris, et quand ils vont à la chasse, ils ne vont naturellement pas avec ce que vous leur avez donné. Donc, ils ne pourront pas distinguer quelle espèce n'est pas touchée, quelle espèce il faut toucher. Donc, c'est continuel la communication, et on ne l'arrête pas. Nous la faisons permanemment pour permettre d'éveiller tout le temps la compréhension et d'attirer aussi les attentions par rapport aux interdits. Au-delà de ça, l'État aussi, deux fois, intervient en cas les contrevenants sont mis aux arrêts et ils sont interpellés avec des coups très forts. On communique sur eux et ce qu'ils ont fait. Donc, finalement, avant d'aller à la chasse, les gens, ils s'interrogent réellement qu'est-ce qu'ils vont chercher préalablement. Et au-delà, ils peuvent aussi contacter le gestionnaire du parc. Parce qu'il y a certaines espèces quand même qui sont permises d'être chassées en fonction de la densité faunique de l'espèce et de l'existence en abondance de l'espèce. Merci. Est-ce que vous pouvez, comme vous me disiez tout à l'heure, la question de monsieur, alors j'espère que je prononce bien, Simon Hoyt, qui justement mettait cet accent sur les aspects spirituels et le fait qu'il y ait toujours cette permission de chasser les éléphants ou pas. Donc, comment on peut, on va dire, quel compromis avoir entre justement les habitudes, les cultures et puis cette notion de protection, en particulier la chasse à l'éléphant. Est-ce que vous avez une réponse à cela? Oui, effectivement, chez nous en Guinée, nous avons eu cette pratique dans la forêt de Ziama. C'est la forêt qui se trouve en Guinée forestière, en République de Guinée, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que nous, on a fait? Nous sommes venus interpeller. Il y avait aussi une communauté chez nous ici, qui est les Pélés, qui ont des pratiques spirituelles de ce genre. Donc, à la différence, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé d'abord de créer un lien social entre ces espèces et eux, parce que parmi eux, la chance que nous avons peut-être en Guinée, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun avec les Baka, en Guinée, les gens ont des totems. Et s'il arrive qu'un totem, c'est une vipère, ou bien c'est un chimpanzé, ou bien c'est un éléphant, alors nous mettons un accent que si vous touchez le totem d'une autre communauté qui est voisine à vous, pendant que vous avez vos totems, vous les conduisez à venir attaquer vos totems. Alors, spirituellement, chacun a un frein. Ça sous-entend par ici que si le totem par exemple, les Wami qui sont ici, c'est les abeilles,
Donc, toi, tu viens chasser les abeilles. Tu as un sérieux problème avec les Wami. Alors, pour la quiétude sociale, on invite les uns aux autres d'éviter les totems des uns des autres. Donc, c'est une approche qui a relativement marché, mais j'aurais voulu vraiment, j'avais déjà noté la question, que je réponde ça très bien avec une approche. Je vous envoie Florence, comme ça, vous pourrez lui partager. Ça va être encore beaucoup plus informatif. Merci. Merci. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. C'est quand même un thème important pour nos régions. Alors, Monsieur Michel Mokili, alors c'est toujours la question du genre, hein, qui pose la question, quelle est l'approche utilisée pour impliquer le groupe des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles? Ça, c'est vraiment une question transversale et c'est adressé effectivement à Monsieur Alpha Diallo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Michel. L'approche, oui. OK, Michel Mokili, merci. Il est arrivé qu'en Guinée, particulièrement, les femmes sont beaucoup plus présentes dans les activités que les hommes. Vous remarquerez que la majeure partie des hommes, à part l'agriculture, et même l'agriculture, les femmes occupent 80% de la force active dans nos services. Alors, ça facilite. Les groupements d'intérêt économique, par exemple, la zone dans laquelle je travaille, sont constitués à 90% de femmes. Et c'est déjà naturellement comme ça chez nous en Guinée. Alors, les hommes n'ont que le monopole de la gestion des terres. C'est eux qui décident quelle portion de la terre la femme va accéder, mais pratiquement, les hommes ne travaillent pas. Et la majeure partie des jeunes hommes préfèrent aller en ville pour faire d'autres activités du troisième secteur et subvenir aux besoins familiales, alors que les femmes sont obligées de nourrir les enfants. C'est elles qui font le maraîchage, c'est elles qui font des activités d'apiculture, c'est elles qui sont encore beaucoup plus déterminées à faire les activités de production de la karité, ainsi de suite en Guinée. Donc, peut-être le milieu à favoriser en Guinée, les femmes sont actives, je ne sais pas dans d'autres milieux, mais chez nous, c'est comme ça. Elles sont déjà impliquées à la base. Le problème que nous avons essayé de résoudre très récemment à travers l'ancien régime, c'était l'accès aux terres. Donc, les femmes n'avaient pas un grand pouvoir sur l'accès aux terres. Et pour ça, il y a eu des financements qui sont alloués uniquement aux femmes. Parce que si tu as un financement, ils sont obligés de te donner la terre. Parce que c'est toi qui as le financement. Comme ça, les femmes ont commencé à avoir le monopole. C'est comme ça, le problème, il a été géré en Guinée. Et je vous remercie. Alors, nous allons juste aborder les aspects du financement. Je ne sais pas qui va pouvoir nous parler du financement. Peut-être, dear Prof, can you talk about the financing of protected area and specifically how to implement the OECM? Hear you now. Just a few words about the financial of this process of OECM, the implementation. Yeah, you're talking about the area of finance? Yeah. Yeah, that's why we're saying we need them to adopt the approach we practice in Man and Boswell program. Man and Boswell program is nationalized and their structure from the community up to national level. But for OECM, which we say is similar to our buffer and transition program, is mostly where the communities operate from. So the finance mostly has to be a form of local arrangement or external support, which has been what is happening in most of our biosphere reserve, where there's been interventions by partners to empower the enterprises activities of the inhabitants of the buffer and transition program. Take, for example, one of the biosphere reserve in Nigeria called Omo Biosphere Reserve. The Korean government, via their KOICA program, have been supporting the enterprise development of the rural community there to prevent their exploitation of the biodiversity in those areas. So this is how mostly the finance of the BOVA and the transition zone comes about under Man Biosphere program, which is similar to the OECMs.
Thank you, dear Prof. Donc, nous allons clôturer le webinaire. Il y avait encore quelques questions, mais qui tournaient effectivement soit autour du financement, soit autour de la création des aires protégées, l'atteinte du 30-30 et les questions de changement climatique. Vous voyez que c'est un sujet qui est vaste. Vous savez que c'était une série de webinaires qui portent effectivement sur le processus de mise en place des autres mesures de conservation efficaces. Nous vous remercions donc pour votre patience, votre participation, les questions très intéressantes. Et comme vous le savez, c'est un processus qui se met en place dans nos régions. Nous allons organiser d'autres webinaires pour montrer l'évolution et les différentes possibilités qui existent. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a voulu mettre un accent sur cette possibilité avec les réserves de biosphère. Et je pense que Daniel nous a montré vraiment différents exemples. Ça permet en fait au pays de ne pas être freiné et qu'il y a plusieurs possibilités. Un autre aspect de ce webinaire, c'était aussi de montrer que depuis l'organisation du premier congrès des parcs africains, la question des savoirs traditionnels, des savoirs locaux, c'est très important et qu'il faut prendre ça aussi en compte pour aider justement à atteindre l'objectif 3. Et enfin, je peux encore rappeler ici que le webinaire a été enregistré, que vous allez donc pouvoir le réécouter et surtout les présentations vont aussi être partagées. Je demande à tous nos panélistes qui sont encore présents de mettre leur vidéo. Voilà, merci. Donc, sur ce, je déclare donc clôturer ce webinaire et nous vous disons à bientôt. Merci à tous les panélistes d'avoir été présents et de vos présentations. Thank you. Au revoir. Thank you, Florence. Merci beaucoup. Merci, Florence. Merci.